Bonjour à tous. Bonjour. Bien, bonjour à tous. On va attendre quelques minutes pour démarrer à l'heure.
Allez, on va laisser une petite minute pour permettre à ceux qui aiment bien se connecter à leur pile d'être là au début. Bonjour à tous. Bonjour, c'est Michel Rousseau. Bonjour. Bien. Commençons. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Hélas. Je suis consultant associé chez Progress Partners depuis 13 ans maintenant. Et je suis très très heureux une nouvelle fois de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré à la reprise d'activité post-confinement. Alors, certaines entreprises ne se sont jamais arrêtées pendant cette période de confinement, mais c'est l'après-confinement. D'accord. Donc, je reviendrai sur le titre tout à l'heure pour l'expliciter et expliciter l'intention de ce webinaire-là. Avant ça, petit rappel sur les règles d'usage dans ce type de webinaire. Vérifiez que vos micros, vos caméras sont bien coupés. Et puis, vous avez le fil de la conversation, toujours pour interagir avec nous, faire des commentaires, poser vos questions. On aura, une fois n'est pas coutume, des moments pendant ce webinaire, à chaque phase. On viendra répondre à vos questions ou réagir à vos commentaires. On est toujours très friand de ça parce que ça permet d'être en interaction et d'alimenter aussi, faire en sorte que ce webinaire soit plus riche. Donc on est parti pour 1h15 de webinaire. J'aurai le plaisir de co-animer ça avec Laurent, qui est avec nous, qui est consultant chez Progress Partners. Voilà, et on sera là pour faire en sorte de vous transmettre des choses et surtout d'être en interaction avec vous dès que vous le souhaitez. Je commence par vous présenter rapidement Progress Partners et puis après on rentrera dans le sujet qui est la reprise d'activité. Progress Partners, c'est un cabinet qui a une quinzaine d'années, qui compte 20 collaborateurs. Alors, les équipes sont constituées, et vous le verrez, on a 3 pôles en fait chez Progress. Donc, il y a des consultants historiques de l'excellence opérationnelle. On a des consultants coach qui accompagnent la dimension managériale et relationnelle. Et puis, on a des experts de la transformation digitale. 3 pôles qui nous permettent à un moment d'accompagner les entreprises dans leur transformation globale. On considère qu'à un moment, la transformation, c'est à la jointure de ces 3 dimensions. Alors évidemment, ce n'est pas hermétique. Il y a des choses qui sont à l'interface de ces pôles-là, de ces axes-là. Mais l'enjeu, c'est d'avoir un regard croisé sur ces 3 compétences pour être capable d'accompagner la transformation des entreprises. Alors, nos clients, et là, le but, ce n'est pas de montrer l'exhaustivité et de rentrer dans le détail, c'est juste de montrer que des démarches de transformation, d'excellence, comme on les appelle, certains les appellent des démarches de progrès, d'amélioration continue, peu importe, sont applicables dans tous les secteurs et pour tout type d'entreprise. Entreprises privées, organisations publiques, d'État, d'une petite structure de quelques personnes à des multinationales. Voilà, donc là, c'est pour vous donner un moment donné. Alors évidemment, notre enjeu à nous, c'est jamais de venir plaquer un modèle en disant c'est ce modèle-là qu'on calque. C'est de venir plutôt avec des principes, des états d'esprit et de faire en sorte que l'entreprise construise avec notre soutien sa propre démarche de transformation au service d'une vision qu'elle se crée, quoi, d'un rêve qu'elle a pour elle. Voilà, donc ça c'est... Et on remercie évidemment, un petit clin d'œil à tous les clients qui participent à ce webinaire, qui se sont certainement retrouvés
sur cette page-là. Alors, le déroulement, il y a 4 grands temps, en fait, hein, une introduction, et puis après, les 3 phases qu'on considère comme importantes sur la reprise d'activité. Pour chacune de ces étapes, de ces séquences dans le webinar, on vous fera une petite présentation, on vous soumettra un sondage. Donc, même si dans l'invitation qu'on vous a envoyée pour ce webinar, on vous a mentionné de charger Kahoot, aujourd'hui, on n'utilisera pas Kahoot. Kahoot, c'est effectivement un jeu, mais qui induit des réponses bonnes ou fausses. Or, dans ce webinar, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des perceptions, il y a des compréhensions. Et du coup, on veut plutôt axer les interactions avec vous sur des sondages. Voilà, donc à chaque phase, il y aura une présentation, un sondage de votre part et puis un temps de questions-réponses, de commentaires, qu'on puisse interagir à chaque étape. Voilà. Donc 4 grandes étapes dans ce webinar et puis une conclusion à 12h15. Alors, si je reviens sur le titre et sur l'intention de ce webinar, on a appelé ça la crise Covid, un tremplin pour demain, les enjeux de la reprise d'activité. Alors, encore une fois, j'explicite, la reprise d'activité, c'est vraiment la reprise post-confinement. Parce que même les entreprises qui sont restées en activité pendant cette période vont devoir se transformer face à la reprise globale. D'accord. C'est évidemment un titre un peu provocateur, parce que tremplin alors qu'on vit une crise, ça peut être un peu mal perçu. On peut comprendre que cette crise-là, ça peut être un choc pour beaucoup, ça peut générer des émotions fortes aussi pour beaucoup, voire de la douleur pour certains. Donc à un moment, imaginez que ça peut être un tremplin, je peux comprendre que ça peut déstabiliser. Et pour autant, c'est quelque chose qui nous anime, nous. C'est de se dire, on a une conviction, c'est que cette crise-là peut être l'opportunité de repenser en profondeur les entreprises. Alors, c'est un éclairage qu'on va vous apporter, c'est un point de vue qui a été étayé de nos réflexions, qui est le fruit de nos réflexions internes, qui est aussi le fruit des réflexions qu'on a avec nos clients, et qui est le fruit aussi de l'expérience qu'on est en train de construire. Hein. Donc, on se construit aussi petit à petit au fil de l'accompagnement qu'on fait dans cette période-là. Clients, je cite en particulier des clients de l'agro ou de la pharma qui, pour le coup, ne se sont pas arrêtés et pour autant qui ont cheminé sur les différentes phases de la reprise d'activité qu'on va partager aujourd'hui. Alors, c'est des principes génériques qu'on va évoquer. On a bien conscience que ce n'est pas une vérité absolue, surtout dans ce monde et dans cette situation pleine d'incertitudes. Hein, on est en train de cheminer aussi et de poser des choses au fil de notre compréhension du contexte. Bien sûr, ce sont des principes génériques et chaque entreprise, chaque secteur, chaque personne même a vécu, vit et va vivre de façon très différente ce contexte, cette crise et ce retour à une activité. D'accord ? Alors, l'introduction, la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est 2 histoires singulières. L'histoire d'Olivier Rollinger, qui est un cuisinier de renom, et l'histoire de Marie-Amélie Le Fur, qui est une championne olympique et quadruple championne du monde. Ces deux personnes ont en commun d'avoir eu à un moment de leur vie un événement impactant, très fort. Voilà, Olivier Rollinger qui a été roué de coups, Marie-Amélie Le Fur qui a eu un accident et qui, sur la base de ce qui leur est arrivé, ont pu reconstruire, rêver, repenser quelque chose de différent. Et en fait, tout ça, ça nous amène en fait à la notion de résilience hein, qu'on connaît à travers la vulgarisation que Boris Cyrulnik a pu en faire et nous amener à comprendre ce qu'il y avait derrière ce mot résilience. J'aime bien une des définitions, parce qu'il y en a plusieurs dans ce que Boris Cyrulnik nous propose, mais j'aime bien la définition suivante, qui est
La résilience, pour lui, c'est la reprise du développement après un traumatisme ou un vécu dans des conditions adverses. J'adore cette notion de reprise du développement. C'est-à-dire que Olivier Rollinger, il a repris un développement, il a rêvé d'autres choses, il s'est transformé, il était destiné à devenir ingénieur, il repense sa vie et il devient un cuisinier hors pair. Marie-Amélie Le Fur, elle rêvait de devenir sapeur-pompier, elle réoriente sa vie, elle devient championne internationale. Et à un moment, et c'est pas parce que ça s'est passé dans leur vie, cet événement-là, qu'ils peuvent rêver à autre chose et rêver de développement. Voilà. Et en fait, je pense que il y aura des entreprises, et on souhaite le plus grand nombre d'entreprises résilientes. Et je ne rentre pas dans les concepts d'entreprises résilientes que certains peuvent connaître, mais d'entreprises qui peuvent avoir cette capacité à se réinventer à l'occasion de cette crise. Alors, évidemment, il va y avoir des phases dans cette reprise-là, parce qu'on ne peut pas commencer à dire on va rêver, hein, alors que déjà, il va falloir qu'on passe par des phases de sécurisation, quoi. Et là, on fait référence à ce qui est très connu dans le monde de l'entreprise, la pyramide de Maslow. Très connue. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pyramide? Elle nous dit, avant de rêver et de construire la réalisation de soi, de l'affirmation de soi, il faut passer par des phases un peu physiologiques et de sécurisation, quoi. C'est-à-dire que je ne m'affirmerai pas, je ne m'épanouirai pas si ma vie est en danger ou si j'ai pas de quoi manger ou voilà. Eh bien, on considère qu'à un moment dans cette crise-là, il y a ces enjeux-là. Donc, on voit bien, nous on imagine trois grandes étapes, trois grandes phases à cette reprise d'activité post-confinement. Il y a une phase de sécurisation, et là, il y a sécurisation évidemment des équipes. Alors quand je dis des équipes, je parle de tout le monde. Je parle sécurisation des équipes opérationnelles, mais aussi évidemment sécurisation des managers, sécurisation des dirigeants. Et là, il y a des notions de bienveillance, d'écoute, de transparence pour réinstaurer de la confiance qui seront nécessaires, de façon à il y a de l'aspect technique et on le verra un peu plus tard, mais il y a aussi cette notion de comment je me mets à l'écoute pour être capable de savoir et de vouloir le bien pour l'autre. Et on est plutôt sensible en ce moment à ça, puisque quand la vie des personnes est en danger, on a assez vite cette appétence ou ce besoin ou cette envie d'aller vers l'autre et de comprendre là où il est et comment je peux faire pour l'aider. Donc ça, c'est la partie sécurisation des équipes. Euh, il faut aussi sécuriser le client. C'est-à-dire que l'entreprise vit des changements majeurs de son secteur, de son marché, de ses clients, de sa supply chain, de sa chaîne d'approvisionnement aussi, de sa capacité à produire. Et du coup, il y a quand même une sécurisation rapide des clients à mettre en œuvre pour être sûr d'assurer une continuité d'activité, quoi. Hein. Ça, c'est la phase sécurisation. Et puis après, il y a, alors performer, c'est plutôt renouer avec la performance. Performance au sens, nous, c'est satisfaction client en premier lieu, satisfaction interne des équipes avec des processus les plus optimisés possibles pour être capable de répondre aux besoins de nos clients et de développer finalement la performance non seulement économique, mais aussi qualitative et de performance interne. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et on pense que cette phase-là, elle ne sera pas l'enjeu de cette phase-là. C'est les points d'interrogation qu'on voit sur le petit schéma. C'est combien de temps on va mettre pour renouer avec la performance. Et l'enjeu, ça va être d'être rapide là-dedans, le plus rapide possible. Alors, il y aura la phase de sécurisation qui sera nécessaire, sinon on pourra de toute façon pas renouer avec cette performance. Mais en plus, le fait de vouloir accélérer, le fait de renouer avec la performance nécessitera des changements d'organisation et de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on considère que les recettes passées ne permettront pas d'aller vite. On pourra revenir à de la performance d'avant, mais peut-être pas avec la vitesse qui est nécessaire.
Et la troisième phase, c'est aller au-delà. Et c'est en ce sens où on considère que cette crise-là peut être un tremplin, en fait. Aller au-delà, ça veut dire, si je fais une petite phrase, le next de la normalité sera différent de l'ex de la normalité. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut être au-delà de ce qu'on faisait avant le Covid. Et que c'est l'occasion de surfer, vraiment, d'utiliser des courants qui apparaissent pour aller développer, renforcer, mettre en œuvre, en tout cas des choses qui nous animent depuis longtemps, des principes de fonctionnement, des états d'esprit qui nous animent depuis longtemps, et on pense que c'est l'occasion de les remettre à plat. Alors, si on en cite 6, qui sont loin d'être exhaustifs, mais 6 qu'on a envie de partager ce matin avec vous, 6 prises de conscience, 6 changements de paradigme possibles, sur lesquels on peut surfer. Les entreprises peuvent surfer, mais même nous, individuellement, on peut surfer. Quand je dis surfer, c'est s'en servir, c'est comme d'un tremplin. Voilà, d'où le titre de ce webinaire. Le premier, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, je vais commencer par la fin, d'accord? C'est bienveillance et émotion. Parce que je pense qu'il y a le fait d'être dans cette situation actuelle nous amène à, je le disais tout à l'heure, à porter naturellement un regard de bienveillance, une volonté de renouer la confiance, d'être dans la transparence, parce que on sait que c'est vital, en fait. Ça peut être vital. Et si on conservait cet état d'esprit au-delà de cette crise? Et si on pouvait parler de nos émotions, parce qu'il va falloir le faire pour sécuriser, et si on conservait la possibilité de parler des émotions au-delà de cette crise? Voilà. Ce serait bien quand même, non? En tout cas, nous, ça nous anime, ça. Donc, surfons sur cet état d'esprit pour faire en sorte que les entreprises qui, jusqu'à présent, ne souhaitaient pas que les émotions rentrent dans l'entreprise ou ne souhaitaient pas avoir cette orientation, cette écoute, qui était plutôt dans une approche très directive, et si c'était l'occasion de penser autrement de façon un peu durable. Le deuxième point, rapport au travail, ça c'est presque une évidence. On sait bien que du jour au lendemain, là, le 16 mars, les entreprises ont vécu une transformation majeure du rapport au travail. Toutes. Et quand je dis les entreprises, c'est nous aussi, chaque individu hein, a vécu cette transformation majeure. Ne serait-ce qu'en autorisant ou en développant les façons de travailler à distance. Hein, le télétravail en est une forme. Alors que certaines entreprises refusaient, mais vraiment mordicus, de développer le télétravail pour les équipes. Ou alors n'avaient développé le télétravail que pour les dirigeants ou pour les managers, les cadres sup. Or là, il y a eu une démocratisation qui s'est opérée du jour au lendemain, juste pour assurer un fonctionnement minimum, hein, pour maintenir l'entreprise à flot. Et en fait, je pense qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à ça. Prise de conscience que finalement, peut-être qu'on pouvait faire confiance. Mais aussi peut-être qu'il y avait besoin de cadres. Peut-être aussi que le travail à distance, c'est pas la même chose que le travail d'avant fait à domicile. Parce qu'on voit bien les limites de ce système-là aussi. Donc il va falloir repenser la façon de travailler puisqu'on le fera aussi en partie à distance. C'est peut-être aussi à un moment des métiers support qui viendront travailler à distance des opérationnels pour des raisons de distanciation. Donc comment on le repense? Donc à un moment, le rapport au travail qui va changer va induire des changements d'organisation, mais aussi des changements de pratique et probablement aussi des changements d'état d'esprit pour développer l'autonomie, pour développer la confiance au sein de l'organisation. Le troisième point, c'est les besoins clients, et on sait tous, on a bien compris là que non seulement cette crise, personne ne l'a vu venir, mais qu'en plus, elle change profondément les consommations, en fait. D'accord? Nous sommes tous consommateurs à un moment donné. Cette crise-là change l'aspect de consommation qu'on va avoir. Et donc, se reconnecter
à la voix de nos clients, ça va être une voix essentielle. Or, ça, c'est le cœur de nos démarches, en fait. Donc, le fait de se reconnecter à ça, c'est une clé supplémentaire pour les entreprises. En lien avec ça, il y a la notion de relocalisation. On entend parler de réindustrialisation, de circuits courts, de ne plus être dépendant d'un point de vue risque de pays à l'autre bout du monde, etc. D'accord? Donc ça, la question, c'est comment est-ce que on pousse des schémas de réindustrialisation, des schémas de supply chain en juste à temps, des circuits courts, les stocks juste nécessaires, etc. Donc ça, c'est une autre façon, un autre changement de paradigme sur lequel potentiellement on peut repenser une stratégie industrielle, une stratégie d'entreprise au sens large. J'en parlais tout à l'heure, donc je vais aller assez vite, l'autonomie, la responsabilisation, le fait de devoir à un moment donné avoir des règles de fonctionnement à distance va amener naturellement des équipes, des personnes à devoir être autonomes. Mais pour ça, il va falloir développer la compétence et la responsabilisation associée. Donc nous, c'est des schémas et des modèles qu'on met en œuvre chez nos clients depuis de nombreuses années, hein, l'entreprise responsabilisante et autonome. On pense que c'est aussi l'occasion, là, c'est aussi l'opportunité à travers cette crise d'accélérer la mise en œuvre de ces équipes autonomes, de ces organisations autonomes qui développent la compétence. Et enfin, le dernier qu'on voulait mettre en avant ce matin, c'est le oser dire qu'on ne sait pas. Il y a une telle période d'incertitude que personne n'a la vérité et n'est capable d'être sûr en permanence. Donc là, et on l'a bien vu, même nos dirigeants, à un moment donné, commencent à dire qu'ils ne savent pas, etc. C'est des bonnes nouvelles, en fait, parce que ça veut dire qu'on a besoin des autres pour être dans la transformation, dans la performance, dans l'efficacité. Donc chouette, quoi. C'est une façon aussi d'appréhender. Et si on pouvait conserver cet état d'esprit au-delà de cette période d'incertitude prégnante, hein, conserver cet état d'esprit en se disant je ne sais pas tout, et c'est pas mon rôle d'avoir la réponse à tout en tant que manager ou en tant que dirigeant. Et j'ai des équipes qui sont là pour trouver de façon très rapide des solutions aux problématiques nouveaux qui se posent. Eh bien, on aura fait un pas et on pourra aller au-delà de ce qu'on imaginait euh, au départ de cette crise-là. Voilà en guise d'introduction. Merci Mathieu. Alors, bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Boisseuil. Je vous ai mis le lien dans le fil de conversation, je vous ai mis le lien vers le premier petit sondage. Donc on va attendre 1 ou 2 minutes le temps que vous puissiez le remplir et puis on va vous commenter les résultats de ce sondage. Et on passera ensuite à la phase de sécurisation. Donc l'idée du sondage, hein, vous cliquez, vous l'avez sur le lien de la conversation, comme le dit Laurent. Peut-être tu peux l'afficher du coup le questionnaire, Laurent. L'idée, c'est de poser quelques questions. Comment vous percevez, vous, par rapport à ces points qu'on vient d'évoquer, le niveau d'importance, comment vous sentez les choses, hein, comment voilà, qu'on soit dans ces temps d'échange. Alors, je crois que je me suis... Non, il faut que je partage... ça. Voilà. Vous devez cette fois voir le questionnaire. Voilà. Alors, à chaque questionnaire, vous aurez à remplir votre adresse mail, mais en fait, une fois que vous l'aurez rempli une fois, il apparaîtra automatiquement sur les questionnaires suivants, donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus directement. Alors, première question, c'est votre entreprise est-elle prête à la reprise d'activité? Pour vous, elle est pas du tout prête, c'est 1, extrêmement prête, c'est 5. Reprise d'activité au sens où on l'a évoqué, mais au sens où vous percevez les choses aussi. Pour l'avenir, comment jugez-vous Et là, les points d'appui suivants. Donc là, il y a plusieurs points d'appui qu'on vous propose, hein, qu'on a commencé à évoquer. Le rapport au travail, le changement d'état d'esprit de l'entreprise, la connexion à la voix des clients, le développement de l'autonomie et de la responsabilité des équipes,
et la transformation du système de management, et enfin l'agilité et la flexibilité de l'entreprise. Les termes ne sont pas exactement les mêmes que ceux que j'avais évoqués, mais c'est de rebondir sur les points évoqués ensemble. Alors, je vous propose de regarder vos réponses. Nous allons voir ça. Alors, votre entreprise est-elle prête à la reprise d'activité? L'ensemble, la majorité des gens dit oui. On a encore une réponse qui arrive. Enfin, on a 6 réponses sur le 4, donc plutôt bien préparé, et 4 réponses mitigées. Voilà, Mathieu, un commentaire. Non, mais un commentaire, je veux dire, tout ça, c'est subjectif, on est d'accord. Ce qui est important, c'est de se poser la question, c'est quoi finalement être prêt pour une reprise d'activité? C'est quoi les différentes composantes qu'il faut qu'on appréhende pour être capable de bien piloter ça et de redémarrer sereinement, en fait. Donc moi, je suis plutôt ravi de voir que vous êtes une grande majorité à vous sentir plutôt prêt, quoi, par rapport à ce que vous avez fait jusque-là. Donc voilà, c'est top. Après, il y a encore peut-être que ce qu'on va amener juste après, des éclairages qui vous permettront d'aller un cran plus loin dans cette préparation. Alors après, on peut peut-être balayer rapidement les différents points. Rapidement, par rapport à l'évolution du travail, ce que tu disais, hein, on a effectivement une grande majorité de personnes qui trouvent ça très important, ce point d'appui-là. Donc, il va y avoir des choses à faire et on va vous présenter effectivement des différents outils pour cette évolution du rapport au travail. Que ce soit des outils digitaux, des outils de management en lien avec les émotions, avec les relations. Voilà, le changement d'état d'esprit de l'entreprise, probablement qu'effectivement, tout le monde juge que c'est quelque chose d'important. Vas-y, Laurent, balaye tous les points. La connexion à la voix du client, développement de l'autonomie, transformation du système de management, c'est un peu plus mitigé, et puis l'agilité et la flexibilité. Ouais. Alors, globalement, les sujets ressortent comme étant importants, mais il y a des points qui ressortent de façon plus forte que d'autres. Évidemment, les points qui sont assez évidents sur l'organisation du travail, sur la gestion des temps, sur le fait de travailler à distance, ça vous touche plus directement et c'est normal. Et je comprends que ce soit moins évident ou à intégrer que le système de changement, le système de management peut aussi être fortement impacté à travers cette... et non seulement peut, mais devrait être fortement impacté à travers ce qu'on vit, quoi. D'accord? Mais en tout cas, et c'est pas totalement farfelu de se dire que tous ces points-là, globalement, ont une grande majorité d'importance parce que c'est des points clés, quoi. C'est des points clés qu'on perçoit de façon un peu commune, quoi. Après, quel est le niveau de gradient qu'on y met sur chacun de ces points-là, quoi. Parfait. Alors, je vous propose de reprendre le fil du webinaire après ce petit sondage. Alors, est-ce que vous avez... Parce que là, je n'ai pas suivi du coup... J'ai pas de questions, donc j'ai fait un petit rappel effectivement sur des questions. Je pense que c'est ça que tu avais proposé. Oui, c'était ça. S'il n'y a pas de questions, on va avancer. Si vous en avez, c'est le moment. On peut, sur cette partie générale d'introduction. Sinon, on poursuit et puis les questions viendront au fil des étapes de ce webinaire. Ok, alors je vous propose de passer sur la phase de sécurisation. On a vu que globalement, je pense que c'est une phase que vous avez déjà entamée, et puisque le 11 mai approche à grands pas. Pour nous, les enjeux de ce post-confinement, donc on va toujours être dans une période de crise. Alors on n'est plus dans une période de crise aiguë, mais on va être dans une sorte de période de crise chronique et qui va être une phase cruciale pour pouvoir redémarrer renouer avec la performance et éventuellement profiter de cette sorte de tremplin pour aller plus loin. Nous, les enjeux principaux, ce sont évidemment la protection des équipes. Et la protection des équipes passe
pas forcément en leur fournissant des masques et du gel, bien sûr, mais en les rendant acteurs de cette propre sécurité. Pour nous, c'est fondamental parce que c'est en étant acteur de sa sécurité qu'on protège aussi les autres et que on va permettre de redonner la confiance parce qu'on est à peu près convaincu. Comme l'a dit Mathieu, on a des exemples chez nos clients, on a des exemples autour de nous. On est convaincu que certains vont avoir besoin, certains collaborateurs vont avoir besoin de retrouver cette confiance. Alors, une confiance par rapport à leur état de santé, une confiance par rapport à leur emploi, une confiance par rapport à beaucoup de choses qu'ils ont pu perdre pendant cette période de confinement. Un autre enjeu majeur, toujours dans le même ordre d'idée, hein, c'est d'écouter et de communiquer. Alors écouter, communiquer, et donc on voit bien que c'est un système qui va marcher dans les deux sens, et on pense que notamment qu'on va le revoir plus tard, mais que le caractère rapide de cette écoute et de cette communication va être crucial là aussi, parce qu'il va falloir être vraiment très réactif par rapport à ce que pourront remonter les équipes. Et puis, c'est déjà le moment de réaliser le retour d'expérience de ce qui s'est passé pendant cette période de confinement. Retour d'expérience, par rapport, on l'a vu, hein, des choses qui vous préoccupent, mais par rapport à cette remise en question des modes de fonctionnement d'une équipe, à cette relation au travail. Et puis, on voit aussi dans des expériences qu'on continue à travailler, hein, dans des entreprises qu'on continue à travailler, on voit qu'il s'est passé des choses. On voit que bien que les managers puissent être assez loin, des équipes se sont mobilisées. On voit qu'il y a eu un engagement particulier. Et tout ça, il est évident qu'il ne faudrait pas que ça retombe, parce que si ça retombe, et si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé pendant cette période, le risque est de générer une frustration assez importante. Alors, tout ça, ça va se faire pour nous, pour ceux qui ont déjà assisté à certains de nos webinaires, dans un mode de pyramide inversée. Alors, la pyramide inversée, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez sur la gauche un mode de communication de la pointe de la pyramide vers la base, et c'est ce qu'on appelle un mode de communication top-down. La base, c'est ce qu'on appelle le Gemba. Alors, juste petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que le Gemba, pour des gens qui se poseraient la question? C'est en fait, c'est le lieu où la valeur ajoutée est créée, c'est le lieu où les problèmes sont résolus, en fait, c'est le lieu où tout se passe. Dans une usine, ça va être souvent l'atelier, et puis dans des bureaux, ça sera les bureaux, ça peut être le poste de travail, ça peut être l'écran de l'ordinateur. En fait, c'est là où on vient transformer la matière pour faire un produit ou rendre un service, toujours avec cette focalisation sur les attentes du client. Alors, il est bien évident que certaines entreprises n'ont jamais mis en place la pyramide inversée, d'autres l'ont mise en place, mais en période de crise, cette pyramide inversée a moins lieu d'être, puisqu'en période de crise, il est tout à fait normal d'avoir un mode de communication très directif. Il y a des décisions urgentes à prendre, des décisions qui concernent la sauvegarde de la santé des employés, des décisions qui concernent la sauvegarde de l'entreprise. Et il est bien normal qu'on passe dans un mode directif et dans un mode top-down. Mais c'est vraiment le moment aussi de retourner cette pyramide et de passer dans un mode bottom-up où les idées viennent du Gemba et les idées sont portées par le Gemba et les managers sont là pour écouter et pour aider à mettre en place ces améliorations. Alors, sur les trois leviers, hein, comme vous l'a dit Mathieu, on a trois leviers, l'excellence opérationnelle, l'excellence relationnelle et managériale et l'excellence digitale. Alors, quels sont les outils qu'on va mettre en œuvre dans le levier de l'excellence opérationnelle? Eh bien, comme beaucoup de choses vont changer dans l'entreprise, c'est le moment de définir, de rédiger le protocole de reprise d'activité. Ça veut dire qu'il va falloir à nouveau modifier les standards, il va falloir en écrire de nouveaux. Et ces standards, il va falloir évidemment les mettre en place le plus possible sous forme de management visuel. Je vous ai mis quelques exemples. Voilà, ce sont en fait quelque part des procédures très visuelles qui vont permettre au personnel de savoir comment se déplacer dans l'usine, comment venir travailler, quels équipements ils doivent mettre sur eux, etc., etc.
Bien entendu, on va être obligé, que ce soit dans des ateliers, mais aussi dans des bureaux, ou voire dans des magasins, hein, pour des acteurs du retail par exemple, eh bien, il va peut-être falloir modifier et sécuriser les lieux, et ça peut être l'occasion de faire ce qu'on appelle, nous, un 5S, qui va permettre de redéfinir le lieu de travail, de le rendre complètement sécurisé et de le rendre également pratique pour travailler, ergonomique, etc. Nous aurons ensuite la rédaction de checklists et de tournées terrain. On va voir que ça, on pourra être aidé par des outils digitaux. Mais voilà, comment être sûr? Alors, quand on parle de checklist, on peut penser à la checklist du pilote d'avion. Lorsqu'ils pourront à nouveau voler, un pilote ne décolle jamais sans avoir fait un ensemble de vérifications qui sont consignées sur une checklist. Et bien, comme on est dans une phase avec des nouveaux standards, il sera important de bien rédiger les checklists pour ne rien oublier. Et ça peut être complété par des tournées terrain des managers qui vont aller vérifier que chaque EPI est bien à sa place, chaque personne est bien dans le standard qui a été mis en place. Et je vous l'ai dit, tout ça va être porté par le management visuel, puisque tout ce qui pourra être mis de manière visuelle sera plus facilement compris et plus facilement appliqué. D'un point de vue relationnel et managérial, le point qui nous semble le plus important, c'est l'accueil au déconfinement. Comme on en a déjà parlé, hein, les gens vont venir à travail éventuellement avec une boule au ventre. Certains vont devoir prendre des transports en commun. Certains vont devoir laisser leurs enfants à l'école. Et tout ça va générer des émotions, des peurs, du stress. Et donc, nous avons déjà quelques clients qui nous demandent, dès le premier jour, de pouvoir accueillir d'une manière particulière les gens qui vont se rendre sur leur lieu de travail où ils ne se sont peut-être pas rendus depuis plusieurs semaines. Et ça permettra de faire ce qu'on appelle une purge émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une purge émotionnelle? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas, je ne suis pas coach, mais la purge émotionnelle va permettre de parler de ses émotions. Or, quand l'émotion excusez-moi, quand on arrive à exprimer son émotion avec les mots, il se trouve que cette émotion diminue, voire disparaît. Et donc, cette étape de purge émotionnelle qui va remettre en place la capacité à se mettre au travail et à générer de l'intelligence individuelle est absolument fondamentale. Et puis, il va falloir co-développer les managers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les managers aussi vont être dans une position délicate, avec à la fois leurs propres angoisses, leurs propres émotions, et puis à gérer celles de leurs collaborateurs. Le fait de pouvoir discuter entre managers, entre pairs, sans ni la pression de leurs supérieurs, ni la pression de leurs collaborateurs, va permettre des échanges, des partages d'informations, une montée en compétences, et là aussi une manière de pouvoir balayer ses émotions en parlant. Et puis, communiquer positivement et en continu, ça va permettre ça, ce qu'on a dit, hein, ça nous paraît fondamental dans le sens où c'est aussi ça qui va participer à l'atténuation des peurs et puis à la mise en place d'une nouvelle confiance retrouvée. Donc, intelligence individuelle par la purge émotionnelle, intelligence collective par le co-développement, pour pouvoir se remettre au travail de manière positive. Et enfin, d'un point de vue digital, vous allez pouvoir découvrir, comme on l'a un peu tous fait, hein, je dirais qu'on est les premiers chez Progress, on n'utilisait pas forcément Teams ou Skype très régulièrement, et on a découvert de nouveaux outils, on a découvert finalement des outils qui nous simplifient la vie et qu'on va garder même après la période de confinement et de post-confinement. Alors vous avez des outils qui vont permettre d'organiser les équipes, c'est un point important parce que dans vos équipes, il n'y aura peut-être pas le nombre attendu, il y aura sûrement des absents, il y a des risques, tout d'un coup quelqu'un est testé positif, une partie de l'équipe vient à manquer, comment on va pouvoir gérer tout ça? Comment on fait circuler l'information? Là aussi, il y a des outils digitaux qui vont permettre de faire circuler l'information. De même pour les tournées terrain, les checklists digitales. Là, on a notre startup avec qui on est partenaire, Shizen, qui est en train de développer
un module particulièrement adapté à ces problématiques de tournée terrain liées à la sécurisation. On a aussi peut-être des outils à trouver pour localiser le personnel, c'est-à-dire dans le sens où si une personne est testée positive, comment va-t-on savoir avec qui elle a été en contact pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Et puis, n'oubliez pas que qui dit nouveau standard dit formation, et là encore, peut-être qu'il va falloir trouver des moyens pour former à distance, puisque les formations dans une salle vont être compliquées. Donc vous voyez tout un panel d'outils pour cette phase de sécurisation qui a déjà démarré, mais qui va se prolonger dans les prochaines semaines. Alors, ce que je vous propose, oui. Laurent, avant de passer au sondage, il y a des questions auxquelles on peut répondre. D'accord. Il y a Marie-Hélène qui nous pose une question sur le 5S. Qu'est-ce que sont les 5S? D'accord. Alors, les 5S, c'est une approche de management en 5 étapes. C'est pour ça que ça s'appelle 5 étapes. 5 étapes qui viennent de 5 mots japonais au démarrage et qui consistent en fait à faire en sorte qu'une équipe s'approprie son environnement de travail. Donc s'approprie, ça veut dire est capable de l'aménager, de le ranger, de définir des standards, d'optimiser même des pratiques liées à l'environnement de travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment une façon en pyramide inversée de faire en sorte que le management se mette en soutien de ces équipes-là dans ce processus d'appropriation de mon environnement de travail, mais in fine, de mes pratiques de travail et de mes pratiques de travail en collectif. Ah, je suis jamais seul dans un processus, donc à un moment donné, comment j'organise aussi l'environnement au service d'un processus et finalement au service de clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes à l'entreprise. Et ce qu'on dit là, c'est que le fait de reposer des fonctionnements liés au Covid, à travers les gestes barrières, à travers voilà, la sécurisation dont on a parlé, hein, les pratiques différentes, eh bien, le fait de relire les 5S en regard de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles règles, c'est une façon de sécuriser et de rendre les équipes, quelles qu'elles soient, actrices pardon, de leur sécurité. Ce que disait Laurent en préambule. Donc voilà, c'est une façon de réinsuffler finalement un mode de management qui permet de mobiliser chacun dans ses pratiques. Et puis il y avait une autre question de Franck. Alors, comment vaincre la peur de retourner au bureau? C'est compliqué. En fait, on ne peut pas vaincre la peur, on ne peut pas vaincre une émotion, parce que l'émotion, elle arrive, et c'est quand on dit gérer les émotions, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce qu'en fait, les émotions, elles ne se gèrent pas. On peut en faire quelque chose. On peut commencer à les accepter et construire à partir de ces émotions. Mais si on commence à vouloir vaincre, en fait, on ne fait que les renforcer. Donc, ce que disait Laurent, qui est un point clé, hein, et on a fait un webinaire la semaine dernière spécifique sur comment accepter et intégrer les émotions, vous pouvez le revisionner, hein, il est accessible sur notre site. Donc il y aura beaucoup plus de matière dans ce webinaire que ce que je vais vous dire là, mais l'enjeu là, c'est la première étape, c'est de pouvoir exprimer les émotions. Et exprimer les émotions et le niveau d'intensité de l'émotion. Et là, il faut donner des clés de lecture à vos équipes, aux managers pour qu'ils puissent animer ça. C'est à travers ce que dit Laurent sur la purge émotionnelle. C'est une façon de pouvoir gérer, accepter en fait ça. D'accord? Et donc, la première étape est de pouvoir nommer l'émotion, l'intensité, pour pouvoir justement se reconnecter à son intelligence. Alors ça peut être pris comme une provocation, mais en fait, le fait d'être dans des émotions très fortes coupe le système neuronal, en fait, hein, les connexions neuronales. Et donc, en fait, quand on dit l'émotion nous fait agir, mais ne nous fait pas réfléchir. D'accord, quand elle est à forte intensité, hein, toujours
je précise. Et donc, à un moment donné, la peur à forte intensité nous coupe de nos connexions et d'une certaine façon, de notre intelligence. Et là, on ne peut plus se reconnecter au travail. Donc, l'enjeu, ça va être de pouvoir exprimer, alors soit en individuel, soit en collectif, et il y a des processus qu'il faut poser pour le faire correctement, de façon à ce que les gens puissent exprimer leur peur, exprimer d'où ça vient, pour ensuite se reconnecter en fait à leur travail. Alors, je vous ai mis le second sondage, hein, où là, l'idée, hein, c'est de voir un peu votre analyse sur les différents enjeux de cette étape de sécurisation. Donc, on parle de protection du personnel, de reprise de confiance, d'écoute et de communication et d'analyse du retour d'expérience. Voilà, l'idée, c'est un peu de voir comment vous positionnez l'importance de ces quatre enjeux clés. Voilà, donc je vous laisse. J'ai mis le lien. On a déjà 5 réponses, donc on va attendre 1 ou 2 minutes. Alors, en attendant, je peux mettre en avant un point clé que Laurent a évoqué, mais qu'on peut renforcer, c'est la notion de communication. La notion de communication, elle doit être à la fois ascendante et descendante. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste d'être dans une explication de nouvelles règles, de nouvelles pratiques. C'est aussi de capter au fil des heures, des jours, des semaines qui se passent, la perception et les émotions et les questions qui vont émerger du terrain. Parce que le but, c'est d'être dans la circulation rapide et constante d'informations en disant bah oui, mais j'ai eu tel cas, qu'est-ce que je fais? Il y a une réponse qui est donnée. Il faut que cette question et cette réponse soient partagées de façon très rapide. Et c'est en ce sens où les outils digitaux peuvent nous aider à faire circuler cette information très rapide parce que cette information est vectrice de réassurance en fait. Et puis, il y a un point clé, c'est la consistance des messages. Éviter, alors on peut évoluer en fonction de ce qu'on voit, mais il y a un moment, il y a une trame commune, et puis c'est par la répétition de messages qu'on intègre vraiment, et puis d'être dans une communication très positive. Ça, c'est un point essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter du stress au stress. Donc, c'est partager les bonnes pratiques, les bonnes idées, ce qui a été mis en œuvre, ce qui a marché, etc., de façon à communiquer aussi là-dessus pour se sentir embarqué dans une dynamique positive. Hein. Ok, donc on a des réponses. Bon, tout est jugé évidemment très important. Avec, quand même, moi, je m'attarderai 1 seconde ou 2 sur la dernière question, parce que effectivement, ce retour d'expérience peut paraître un peu prématuré. Et pourtant, on reste persuadé que c'est un point essentiel qui va justement permettre le rebond et éventuellement le rebond dans une normalité meilleure que celle qu'on a connue. Clairement, hein, chez nos clients qu'on continue à travailler, on a vu des comportements exemplaires avec une vraie prise d'autonomie des équipes par rapport à leur manager qui ne pouvait pas être présent. Il est quand même intéressant de se demander ce qui pourrait se passer si on revenait à l'état avant 16 mars avec des opérateurs qui ont fait preuve d'une telle autonomie. C'est quand même une question qu'il ne faudra pas éluder. On en est absolument convaincu. Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Je partage effectivement l'importance de ce retour d'expérience, quoi. Que des choses aient été positives ou difficiles pendant cette crise, c'est nécessaire de les aborder, quoi. Hein. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut passer à la phase. Hein, c'est une façon d'accepter ce qui s'est joué. Et là, il faut impliquer l'ensemble des équipes. C'est pas juste les dirigeants qui, à un moment, font le retour d'expérience. Hein. Il y a des modalités à trouver pour aller mobiliser vos équipes dans ces retours d'expérience. Alors, je vous propose qu'on passe à la phase 2, qui est la phase où on va renouer avec les performances. Alors, oula, excusez-moi. Donc, nous allons renouer avec la performance. Voilà. Alors, non, excusez-moi. Petit problème de...
Voilà, excusez-moi. Donc, quels sont les enjeux de cette phase? Eh bien, ce sont, comme on le disait, hein, l'enjeu principal de cette phase, c'est qu'elle dure le moins longtemps possible. Comme on l'a vu, hein, on va redémarrer une activité normale avec tous les guillemets qu'il faut à partir du 11 mai, faire venir des équipes supplémentaires, refaire venir les équipes support des usines qui auraient éventuellement continué à travailler. Donc, l'idée, c'est de retrouver cette performance perdue, cette performance de l'avant 16 mars, le plus rapidement possible. Alors, comment faire ça? Une des priorités sera d'embarquer tout le personnel. Il est bien évident que le nombre de problèmes à gérer, le nombre de nouveaux standards à réaliser, etc., imposera aux managers un rythme assez intense. Et plus on embarquera de personnel, plus il y aura de gens capables de participer à ce retour à la performance, plus ce retour sera rapide. Ce qu'on voit aussi, c'est que s'il l'était déjà, les besoins des clients vont être de plus en plus volatiles. Ce qui était vrai hier ne sera peut-être pas vrai demain, parce qu'on va découvrir des choses, parce que les clients vont faire face à une nouvelle réglementation, parce que l'entreprise va aussi faire face à une nouvelle réglementation, et il va falloir donc être encore plus agile que vous pouviez l'être dans les semaines précédentes. Bien entendu, un enjeu va être de recréer le lien dans l'entreprise et puis de commencer à modifier l'organisation et à développer l'autonomie. J'en parlais juste avant. Et puis, c'est aussi dans cette phase qu'on va commencer à prendre en main les nouveaux outils et les solutions digitales. Alors, dans un premier temps, on va là s'intéresser à la partie relationnelle et managériale qui va être un point clé du retour à la performance. On va former à l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à se servir des deux parties de son cerveau. Là encore, je vous renvoie pour en savoir un peu plus au webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie. Développer les compétences managériales et relationnelles, ça va être quelque chose de fondamental. Là encore, hein, ce qu'on dit, c'est que si on veut pouvoir retrouver une performance, il va falloir que le mode de management soit modifié de manière à laisser au maximum les opérateurs autonomes et responsabilisés. Et puis, ça va être le moment de mettre en œuvre un coaching d'organisation. Alors là, je vous invite à un webinaire qui aura lieu dans une semaine pile avec deux de nos coachs et Mathieu, et qui va exclusivement être sur le sujet du coaching d'organisation. Alors, je vais pas vous en parler très longuement. Globalement, le coaching d'organisation, c'est une approche qui va permettre de coacher l'ensemble du management, et surtout, le coaching d'organisation, c'est un coaching sur la fonction et pas sur la personne. C'est-à-dire, je suis manager de proximité, je suis directeur d'usine. On va pas me coacher moi en tant que Laurent Boisseuil, mais on va me coacher moi en tant que directeur, en tant que manager de proximité. Et c'est un coaching qui va permettre de faire progresser et monter en compétence l'ensemble de l'organisation. D'un point de vue purement opérationnel, eh bien là, on va retrouver les outils standards du Lean, hein. C'est-à-dire, la première chose, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est écouter la voix du client. Écouter la voix du client, d'autant que cette voix va être de plus en plus variable. Écouter la voix des clients, mais on est à peu près convaincu que même nous, en tant que consommateurs, on va changer nos habitudes de consommation, on va changer nos besoins. On voit déjà que certains de nos besoins ont évolué. Quand on lit un peu la littérature économique, on voit qu'on s'attend à une baisse de la demande des vêtements, par exemple. Donc, il va se passer des choses et il va être absolument indispensable d'être plus que jamais à l'écoute de la voix du client. Bien entendu, pour retrouver la performance, il va falloir manager la performance. Et manager la performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place à tous les niveaux de l'entreprise les managements qui vont bien avec les indicateurs qu'on appelle des KPI qui vont bien.
C'est-à-dire qu'il va aussi falloir arrêter de penser en reporting, mais plus de penser en indicateurs de performance. Et ces indicateurs de performance, ce sont les indicateurs nécessaires aux équipes, à l'endroit où elles sont, pour pouvoir piloter la performance de leur périmètre. Donc, il y a un travail probablement à faire sur l'analyse des indicateurs à mettre en place ou à remettre en place. Et puis, bien entendu, on ne manage pas la performance sans mettre en place une politique, une stratégie de résolution de problèmes. Avec l'état d'esprit PDCA, on a fait un webinaire il y a 2-3 semaines sur la résolution de problèmes. Là encore, je vous invite à aller voir. Je ne vais pas m'étendre sur la résolution de problèmes, mais globalement, c'est quoi le PDCA? C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de réfléchir, on ne sera pas dans l'action immédiate, qu'on appelle parfois le mode pompier, mais prendre le temps de réfléchir, de poser le problème, d'analyser ce problème avant de mettre en place des contre-mesures, c'est la phase do, puis de vérifier que cela marche, c'est la phase check, et enfin de standardiser et de mettre en place et de s'assurer que le problème ne reviendra pas, ça sera la phase act. Et puis, dernier point, dans les outils du Lean, on va commencer à développer les compétences parce que c'est en développant les compétences des opérateurs qu'on va rendre les équipes de plus en plus autonomes, ce qui va participer non seulement à l'amélioration des performances, mais aussi à la vitesse à laquelle on va retrouver la performance. Comment on va faire ça au niveau digital? Eh ben, alors là, on a une solution, nous, avec notre partenaire Shizen, qui clairement développe une solution digitale pour les tournées terrain, pour la résolution de problèmes, pour l'ensemble des rituels qui peuvent du coup se faire à distance par cet outil. Juste un point, les solutions digitales, c'est pas juste une solution pour mettre un écran à la place d'un tableau blanc. Les solutions digitales, elles sont là pour accompagner la démarche et pour l'accélérer et pour la rendre pour donner à tous la capacité d'utiliser la démarche, même si la personne n'a pas été, par exemple, formée sur la résolution de problèmes. Avec cet outil digital, on va pouvoir avoir une mise en place pas à pas qui va permettre à des gens de mettre en place de la résolution de problèmes sans forcément avoir été formés de manière très importante sur ce sujet. Donc le digital, on ne le voit pas comme une alternative, on le voit comme un moyen d'accompagner et surtout d'accélérer la démarche. Alors, comme on l'a dit, au-delà des outils Lean par l'offre Shizen, c'est aussi le moment d'aller voir ce qui se fait en termes de gestion des équipes et puis en termes d'ordonnancement. Alors, on a maintenant des modules assez flexibles qui communiquent les uns avec les autres de manière à gérer ces équipes parce que, encore une fois, on redit, mais les équipes vont être parfois bouleversées, il y aura des absents. Et puis, tout ce qui est ordonnancement qui va devenir quelque chose de crucial parce que comme la demande client risque d'être fortement volatile, les ordonnancements vont devoir se réadapter au quotidien. Voilà en gros pour la phase la phase retrouver la performance, pardon. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions parce que je ne les vois pas, mais de passer au petit Il y a une question de sondage. Jules, mais je propose qu'on la prenne lorsqu'on aura fait la troisième phase, parce que on est à la jonction entre la phase de renouer la performance et aller au-delà, en fait. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, Mathieu, tu peux nous mettre le lien ou tu veux que je le mette pour le troisième sondage? Je peux peut-être le mettre si tu veux. Je vais l'avoir très rapidement. Hop, bouge pas. Hop, hop. C'est fait. Voilà, donc je vous mets le lien. Tu l'as mis? C'est bon. Pardon? Tu l'as mis? Non, je vais le mettre dans une seconde. Voilà, il faut juste... Tac. Voici le lien pour le troisième sondage. Et je vais de ce pas... Alors, partager. Tac. Et voilà.
Donc, question sur ce troisième sondage. Alors, une seule question. En combien de temps pensez-vous revenir à la performance que vous aviez le 16 mars dernier? Sous 2 mois, sous 6 mois, sous 1 an ou plus? Jamais. J'espère que personne ne répondra jamais. Non, mais on peut imaginer ne jamais atteindre la performance d'avant, ce qui serait problématique, mais chouette, quoi. Chouette un problème. Alors, on va vous laisser encore quelques secondes. Alors, on est dans 6 mois. La grande majorité, c'est sous 6 mois pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a encore quelques personnes qui veulent répondre. Ouais, c'est entre 2 et 6 mois. Ah. Ce qui semble être un timing, parce que, encore une fois, il y a ce timing temps court de la sécurisation, où on commence à préparer évidemment le fait de renouer avec de la performance. Hein. On n'est pas, c'est pas séquentiel. Les phases se superposent évidemment. Et l'enjeu, au-delà de 6 mois, ça veut dire que probablement la dynamique managériale, le soutien des solutions digitales, la mise en œuvre de solutions aussi opérationnelles, hein, lean, historiques, n'est sûrement pas suffisante pour embarquer le plus grand nombre. Parce que pour nous, hein, ce qui fera la rapidité, encore une fois, du rattrapage de la performance, c'est la capacité à donner à chacun l'opportunité de participer à la progression, à la chasse aux problèmes, à la résolution de problèmes, etc. Après, Ok. on est dans une période d'incertitude, donc la difficulté principale, c'est de se dire, et ça rejoint la question de Jules, comment vont réagir nos clients en fait? Parce que la performance est directement liée à leurs besoins, en termes de volume et en termes de qualité attendue, hein, de qualité de coût de délai. Et évidemment, tant qu'on n'a pas une vision claire de ce que les clients attendent, nos clients attendent, les clients actuels et puis les clients futurs, eh bien effectivement, on peut être dans l'incertitude sur notre capacité à revenir vite à un niveau de performance optimal. Hein. Alors, aller au-delà, troisième phase. Ouais. Si on reprend les notions de résilience, hein, on a une certitude, c'est que Marie-Amélie Le Fur ou Olivier Rollinger, à un moment, pour arriver là où ils sont, euh, ils ont rêvé de quelque chose de grand, quoi. C'est-à-dire que ils n'ont pas juste pensé à comment je vais me soigner, comment je vais pouvoir remarcher, comment je vais pouvoir voilà, le côté sécurisation où je vais pouvoir de nouveau vivre une vie normale, hein, le retour à la performance, mais ils ont eu un rêve qui était plus haut que ça, quoi. Et on pense qu'à un moment, les entreprises euh, peuvent se saisir de l'opportunité de ce moment si particulier, quoi, chargé d'émotions, pour rêver d'autre chose. Voilà. Et en fait, pour nous, c'est l'occasion, à un moment, sur la base du retour d'expérience, qui va s'alimenter au fil des jours, des semaines, d'aller construire, écrire une nouvelle vision et de repenser les modèles. Et repenser les modèles qui vont des modèles de création de valeur, hein, avec les business models, mais aussi des modèles de management, des modèles opération. Alors, si on zoome un peu, et je vais commencer pour une fois par la notion d'axe digital, hein, d'excellence digitale. Ce qui est clé pour nous, c'est que ça va peut-être être l'occasion. Là, on va se familiariser avec des solutions digitales, mais la transformation digitale, c'est pas juste la juxtaposition de solutions digitales. C'est cette capacité à construire une vraie vision pour aller vers quelque chose de nouveau pour l'entreprise. La notion de plateformisation que vous connaissez peut-être, qui induit à un moment la structuration d'écosystèmes pour aller jouer avec des parties prenantes, avec des partenaires, dans des schémas très très différents de ce qui se fait. Je prends un exemple, hein, Auchan qui
sur une zone de vente très innovante, va mettre à côté, à proximité, une ferme ou des fermes urbaines, de façon à faire la production juste à côté du lieu de vente. Mais on imagine bien que quand on est dans ces schémas-là, c'est un écosystème concret qui va amener plein de créations de valeur partagées. C'est-à-dire que faire venir des consommateurs, c'est plus seulement sur un lieu de vente, mais c'est sur un lieu de production, peut amener des réflexions et des idées tellement fortes, tellement nouvelles, que l'écosystème est à construire et les schémas de création de valeur est à repenser. On peut imaginer, hein, un exemple que vous avez peut-être vu dans la presse, qu'on imagine à la Défense. Hein. On voit bien que ce sont des gens de service. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5% des gens présents. Hein. Ils sont tous en télétravail. Donc vous imaginez, et on se projette en disant, il y a des projections qui disent qu'il y a 40% des lieux qui seront disponibles, puisqu'on va continuer à renforcer le télétravail au-delà de la crise. Mais la question, du coup, c'est de cette contrainte-là, comment on en fait une opportunité en repensant des écosystèmes, en disant cet espace-là peut nous permettre d'être dans la création de relations, d'interfaces, d'autres créations de valeur. Et là, on repense les modèles. D'accord ? Et donc, là, ça permet à un moment de reposer une vraie vision d'entreprise digitale, au sens je repose des modèles. Okay. Et évidemment, c'est l'occasion aussi, puisqu'on cherche l'implication de tous, à favoriser l'innovation et les écosystèmes. Alors, deuxième point, évidemment, cette vision-là, après, il faut poser un processus humain pour la construire, pour la partager. Là, on est dans l'axe, nous, managérial et relationnel, mais comment on pose ce processus pour que cette vision, on puisse la construire au niveau de l'équipe dirigeante, mais pas seulement, à travers des World Café, à travers des implications de groupe. Comment est-ce qu'on peut la co-construire et la partager pour que, en fait, ça donne une envie aux équipes de l'entreprise d'aller vers quelque chose qui les anime, quoi. D'accord ? Et puis évidemment, ensuite, la transformation, la vision doit soutenir une transformation pour nous managériale, de mindset aussi, d'état d'esprit. Et ça passe par les coachings d'organisation, par des accompagnements, des parcours managériaux. Je vais vite parce que Laurent en a déjà bien parlé, quoi. OK ? Et troisième axe, hein, sur l'excellence opérationnelle, Laurent, merci, c'est une fois qu'on a construit cette vision-là, et là on se sert d'outils de l'excellence opérationnelle, certains connaissent ça à travers le Hoshin-Kanri, le déploiement de politique, c'est comment est-ce qu'on déploie, cascade cette politique pour que cette vision, puis cette politique pour que chacun contribue à l'atteinte de cette vision-là. Et là, ça donne lieu évidemment à des feuilles de route qui vont aussi, alors là, si on regarde l'axe technique de la transformation de l'entreprise, évidemment, il y aura probablement des supply chains, des flux d'approvisionnement qui seront à repenser en profondeur, avec les notions de comment on gère les capacités, la flexibilité, le besoin client, mais le juste à temps aussi. Le juste à temps, c'est justement d'avoir un système hyper réactif et flexible et d'avoir les stocks juste nécessaires pour être capable de répondre aux besoins du marché. D'accord ? Je voyais ce matin, j'étais un peu triste de lire ça, 10 millions de litres de bière seront jetés à cause de la crise du Covid. Quand on gère trop de stocks, effectivement, c'est ce qui peut arriver. Donc à un moment, comment on repense aussi notre schéma industriel pour être capable d'avoir les stocks juste nécessaires pour être capable de répondre à la volatilité du marché. Et évidemment, on pousse les organisations autonomes. Et puis potentiellement, on peut aller jusqu'à redesigner ou designer des nouveaux sites, alors soit usines, soit sites, soit magasins, soit sites tertiaires, parce que des activités doivent en profondeur évoluer. D'accord ? Et ça, on repense les flux, on repense les organisations à travers ce qu'on appelle, nous, du factory design. Vous voyez bien qu'à un moment, ce Covid-là peut apporter ce regard un peu différent en repensant non seulement son marché, en repensant son système de management, en repensant son organisation opérationnelle au sens large, quoi. Et alors, pour répondre à Jules tout à l'heure, qui posait une question sur la stratégie vis-à-vis des clients, de l'expérience client.
on voit bien de façon assez rapide le fait qu'en B2C, hein, on est tous consommateurs, que notre expérience client va changer. On va dans un magasin, c'est pas juste est-ce qu'on a le produit rapidement accessible, facile à trouver, etc., l'accueil qui va bien. C'est que le regard qu'on pose sur les règles sanitaires varie d'une personne à l'autre, mais aura son importance dans l'expérience client. Donc, je ne sais pas s'il y a une réponse, si c'est un ou enfin, il y a deux orientations possibles que Jules pose. Je pense que c'est entre les deux, mais j'ai une certitude, c'est que le but, c'est de se reconnecter à la voix du client et donc d'être très, très rapidement en lien avec ce que le client attend maintenant, quoi. Donc, les clients historiques qui peuvent avoir évolué, et ça, c'est vrai en B2C, mais c'est vrai en B2B aussi. Et là, c'est pas juste des suppositions ou des projections qu'on fait pour le client, c'est d'aller se connecter à lui pour aller, en fonction de ce qu'il vit vraiment, réajuster notre offre par rapport à ce que le client, l'expérience client et ce qu'il attend maintenant. Donc ça, mais après, c'est comme je le disais juste avant, c'est d'aller capter potentiellement d'autres clients, d'autres marchés. Et là, c'est une façon aussi de maintenir une sécurisation de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que peut-être que les marchés d'hier vont être attaqués parce que l'évolution des besoins va tellement changer que ce marché-là n'existera plus ou plus sous ce format-là, et il faudra aller capter autre chose, quoi. D'accord? Et ce sera une question aussi de survie, quoi. Donc, les deux existent, mais en tout cas, toujours en connexion avec le réel et pas avec les suppositions qu'on fait, hein. Donc, vous savez tous, les surveys, enfin, les analyses sur la base de questionnaires, c'est un peu dépassé, hein. C'est comment est-ce qu'on est sur le réel et sur le comportement réel des clients et sur l'évolution réelle des comportements des clients. Alors, j'ai mis le sondage parce qu'on va essayer de terminer à l'heure, hein, mais donc globalement, alors on a un échantillon quasi représentatif. Donc dès demain pour la phase de dépassement, oui, je pense qu'effectivement, mais ça va commencer en fait avec le rétex, avec ce retour d'expérience qui va, en fait, le retour de l'analyse dès demain du retour d'expérience, ça va commencer à nous dire, bah tiens. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place une fois qu'on aura retrouvé la performance? Et finalement, je pense que cette phase de tremplin, ben, c'est c'est aujourd'hui qu'on va prendre l'appui et qu'on va avoir l'impact sur le tremplin, probablement pour être plus haut demain. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous vous sentez globalement à l'aise sur les trois axes, qui soient digital. Alors, on a quand même une personne qui n'est pas du tout à l'aise avec l'axe digital. Bon, voilà, c'est assez mitigé globalement, finalement, avec 5 réponses. On voit une distribution 2, 3, 4 pour l'axe opérationnel, un peu plus sur l'axe managérial. Ouais. Peut-être Mathieu, tu veux rebondir là-dessus? Non, mais ça veut dire que tu peux descendre là par rapport à Ouais, ouais. l'axe digital et puis l'axe opérationnel, s'il Alors te là, on plaît. a Si tu peux digital remonter. opérationnel, Ouais, opérationnel aussi, ouais. Donc, managérial et digital. ouais, ouais. Naturellement, sur l'axe digital, je pense qu'il y a une maturité moindre des entreprises. Euh, il y a une maturité naissante sur l'axe digital, c'est juste des solutions digitales qu'on vient plaquer sur des organisations et des processus actuels. Et au mieux, on optimise un peu, au pire, ça ne change rien et c'est gadget. Ok. Euh, donc ça, c'est le premier point. Mais par contre, avoir la conscience que cet axe digital, c'est un vecteur profond de transformation de l'entreprise au service d'une organisation, vraiment d'un fonctionnement et d'une raison d'être de l'entreprise qui va changer dans les années à venir, je pense qu'il y a très très peu, à part les entreprises digitales natives, il y a très peu, il y a des compagnies aériennes qui commencent à être dessus, il y a des banques qui commencent à y être, il y a des boîtes de retail, de distribution qui y vont, mais on est au tout début. Donc c'est assez naturel et d'autant plus dans cette crise-là, qu'on ne soit pas forcément très mature et très à l'aise par rapport à ça. Pourquoi je dis en plus dans cette crise-là, c'est que on va renforcer le côté, le digital, c'est des solutions parce qu'on va en avoir besoin dans les 2 premières phases.
des solutions qui nous permettent de faire circuler l'information, des solutions qui nous permettent d'avoir des tournées terrain digitales, etc. Donc, à un moment, on voit bien que c'est normal qu'on ne soit pas plus à l'aise. Les deux autres axes, qui sont à peu près identiques dans ce que j'ai vu dans le sondage, il y a une maturité qui est plus historique, quoi. Après, la question, c'est comment on fait la connexion entre les deux. Et là, nous, notre expérience nous montre que on peut avoir, autant l'excellence opérationnelle, on peut avoir une approche très outil, d'accord, et ça déroule, et c'est un peu rouleau compresseur, mais c'est marrant, ça manque d'âme. Autant la transformation managériale, on peut être très inspiré, avoir très envie d'aller vers ça, on ne sait pas comment, et il y a peu de boîtes qui y arrivent. Voilà, donc ça, on peut avoir vraiment conscience du sujet et en même temps ne pas savoir comment l'appréhender. Et l'axe managérial, pour nous, c'est encore un axe qui est encore à défricher parce que peu de boîtes savent gérer cette transformation managériale rapidement, en fait. Et là, l'enjeu, ça va être de le faire rapidement. Ok, merci Mathieu. On fera un webinaire sur les rôles délégués et le rôle du timekeeper, qui est un rôle ingrat. Ce que je vous propose, alors, je vous ai mis, je vous ai mis le lien vers le questionnaire de satisfaction. Il nous reste à vous remercier tous. On peut se retrouver avec plaisir la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur le coaching d'organisation. On a un certain nombre d'offres qu'on développe et nous aussi, on essaie d'être très en lien avec la voix du client et avec les besoins actuels de nos clients. Donc, on a développé des offres distancielles, bien sûr, de formation et aussi des chantiers distanciels. Et on développe des offres sur la reprise d'activité qui sont des offres très flexibles, très sur mesure, qui peuvent aller de quelques heures d'accompagnement à des choses beaucoup plus étoffées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est à votre disposition, on est à votre service. Voilà. On va aussi mettre une petite offre avec des créneaux libres pour pouvoir discuter gratuitement pendant quelques dizaines de minutes sur une problématique particulière. Donc voilà, plein de choses à venir. Allez voir sur notre site et puis vous allez recevoir dès aujourd'hui tous les liens qui vont bien. Voilà, il nous reste à vous remercier, on finit avec 1 minute de retard, à vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et merci de votre participation. Ce qui fait la richesse de ce webinaire, c'est aussi les interactions avec vous et on apprécie vraiment vos questions, commentaires, vos retours aussi post-webinaire. On est friand de ça, donc si vous voulez commenter sur les réseaux au sens large ou commenter auprès de nous, venir vers nous, on aime bien poursuivre les conversations et on sait qu'on l'a fait lors des précédents webinaires, donc on sera heureux de poursuivre ça. À très bientôt en tout cas. À bientôt et prenez soin de vous.